Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrir les sciences védiques pour partager autour de l'astrologie du Jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Ève. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Bonjour Justine. Justine. Merci beaucoup d'intervenir sur le podcast aujourd'hui. Alors Marie-Ève, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Oui, alors merci à toi déjà Justine de m'inviter dans ton merveilleux podcast. Et ben écoute, moi je suis donc Marie-Ève Musard, je suis, à la fois praticienne en Ayurveda et également en Jyotish. Je suis issue du médico-social, donc je travaille dans l'accompagnement des personnes depuis, très longtemps et ça a toujours été une passion en fait pour moi de d'échanger avec les êtres humains, d'essayer de comprendre ce qui se passe et voilà, d'être dans l'interaction et les échanges, en fait. Ok, donc un super beau parcours. Et qu'est-ce qui t'a fait t'amener au Jyotish finalement avec tout ce parcours social? Du coup, qu'est-ce qui t'a amené au Jyotish? Et bah, écoute, en fait, à une époque, j'ai souhaité arrêter, en partie mon activité dans le travail social parce que aussi bien, au niveau émotionnel, au niveau psychique, je rencontrais un petit peu, comment dire? Une certaine limite dans mes capacités à donner et puis le système institutionnel est pas toujours facile à vivre. Et du coup, je j'ai toujours été très intéressée par les plantes, par la nature et cetera et pour des raisons de santé, en fait, j'ai découvert, l'Ayurveda pour, en fait, prendre soin de moi et puis ça a été une telle révélation que je me suis dit: «Ben, pourquoi pas, essayer de transmettre à d'autres personnes qui en auraient certainement besoin?» Et donc en découvrant l'Ayurveda, bah, du coup, j'ai découvert tout l'univers des sciences védiques et c'est pendant le confinement, en fait, que j'ai découvert, l'astrologie védique. Génial. Et du coup, alors comment est-ce que tu as abordé cette nouvelle science védique? Parce que souvent quand on tombe dans le Jyotish, alors soit ça peut être too much d'un coup, soit on sait pas trop quoi faire de toutes ces informations. Comment est-ce que tu as décrypté un petit peu tout ça? Et puis comment est-ce que tu t'en sers aujourd'hui dans ta pratique? Alors en fait, au départ, donc j'ai eu une consultation, avec donc Raphaël Kalev qui a été après mon formateur et pendant cette consultation, j'ai tellement appris, de choses, sur moi que je sentais, tu vois, déjà au fond, mais qui se sont un peu révélées, à moi. On dit que le Yotish, c'est voilà, c'est la lumière, donc quelque part, on révèle, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, quoi et ça m'a tellement intriguée aussi. Je suis quelqu'un de très, très curieux. Je crois enfin, j'avais pas du tout de connaissances, tu vois, en astrologie, française, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Mais, à ce moment-là, il s'est vraiment passé un déclic et comme je suis assez intuitive, quand j'ai un déclic, en général, j'essaye d'explorer et il se fait qu'en fait, quelques mois après, Raphaël proposait, des initiations donc, Ayurveda et Jyotish. Comment, en fait, est-ce qu'un praticien en Ayurveda peut aussi se former en Jyotish, tu vois, pour, apporter des outils, et de la connaissance, aux personnes et donc j'ai commencé, voilà, à faire cette formation et donc petit à petit, en fait, j'ai découvert comment est-ce que, le Yotish, les planètes, voilà, tout ce qui se passe dans notre thème, ça peut, voilà, nous aider aussi bien au niveau de la santé physique, émotionnelle, spirituelle. Voilà, ça a été vraiment, une découverte pas à pas mais, hyper riche, quoi et puissante. Et aujourd'hui, du coup, toi, tu utilises le Jyotish, tu m'avais expliqué beaucoup plus dans cette quête personnelle, dans cette quête de la confiance en soi, de l'amour de soi. Comment est-ce que du coup tu utilises au quotidien le Jyotish, toi, dans ta pratique? Et quelle est un petit peu ta vision de l'astrologie, que tu transmets? Alors en fait, ce qui m'a aussi beaucoup aidée, tu vois, dans ce chemin, c'est, l'année dernière, Raphaël a proposé une nouvelle session sur les nakshatras. Donc c'est pas très connu en France, en fait, le système des étoiles. Nakshatra, c'est vraiment, toutes ces étoiles qui viennent, se connecter aux planètes et révéler, différentes facettes de nous. Et quand en fait j'ai découvert ces nakshatras, ça a donné une dimension supplémentaire en fait, dans le sens où on est, beaucoup sur la psychologie, on est beaucoup sur, la façon dont on va se comporter dans le monde grâce à la lecture de ces étoiles qui sont comme un thème en fait, hein, dans notre thème, on a les positions de planètes, en fonction, voilà, de notre naissance qui sont dans certaines maisons. Enfin, les nakshatras sont reliés, à des planètes également et puis à des secteurs aussi de notre vie, hein, comme dans les maisons
Et en fait, toute cette, lecture qui est aussi, tu vois, plus, émotionnelle, plus au niveau de comment est-ce qu'on va vivre notre vie, en fait, au quotidien, bah, ça m'a ouvert une porte supplémentaire et c'est là où j'ai vraiment, ressenti que ça pouvait être un appui et un support vraiment très puissant et intéressant au niveau de la connaissance de soi et puis voilà de qu'est-ce qu'on est venu expérimenter finalement dans notre vie. Et comment est-ce que les événements de la vie, on peut les vivre? Parce que tu vois, par exemple, 2 personnes vont vivre une même situation et on sait très bien, que, ben, en fait, elles vont pas du tout réagir de la même façon, elles vont pas avoir les mêmes émotions et cetera et en fait, ça, c'est vrai que c'est hyper important de comment dire? De l'explorer pour comprendre qu'il y a des choses qu'on va vivre et qui vont plus ou moins révéler des choses de nous, peut-être des peurs, peut-être au contraire de la joie et cetera et cette lecture des nakshatras, elle est complexe, mais elle est hyper, pertinente par rapport à toute cette exploration. Alors du coup, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, du coup, les nakshatras, parce que j'en entends déjà nous dire: «Mais c'est quoi les nakshatras?» Est-ce que tu veux nous expliquer, ce que c'est, ce que sont ces nakshatras? Et concrètement, en fait, dans cette définition des nakshatras, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu utilises dans, dans cette quête, personnelle et cette quête d'interprétation, finalement des situations aussi pour chaque individu? OK, je vais essayer de d'être claire parce que c'est pas forcément évident. En fait, bon, déjà pour faire simple, on va dire que, de ce que j'ai appris, les nakshatras pourraient se traduire un peu comme des maisons lunaires, en fait. C'est-à-dire que dans l'astrologie védique, on sait qu'on utilise beaucoup la lune, c'est beaucoup une astrologie lunaire, parce que la lune, pour toutes ces traditions, elle représente les émotions, la psychologie, la destinée. Et donc en fait, quand tu regardes le ciel la nuit, tu peux voir la position de la lune et la position des étoiles et donc il y a, cette lecture-là de quand en fait on est né, la lune était dans une certaine position. Donc elle était dans une maison, elle était dans une constellation, du zodiaque, hein, voilà, ça peut être, Bélier, Taureau, peu importe et elle est aussi un nakshatra qui est relié à ça. Il y a 27, nakshatras en tout, donc c'est 27 énergies différentes. Et Nak, en fait, si on veut traduire, ça veut dire la nuit et Chatra, ça veut dire une zone ou une partie. Donc en fait, voilà, on a en fait le ciel qui est découpé en 27 zones, la nuit et qui correspondent à 27 types d'énergie, un peu comme, les 12, constellations correspondent à 12 énergies, différentes. Et comment est-ce que tu t'en sers du coup dans cette, dans cette interprétation du thème? Parce que alors pour les astrologues tropicaux, c'est quelque chose de complètement, nouveau puisque d'habitude on regarde ces fameux signes du zodiaque, mais là on va regarder du coup nos nakshatras, ces portions, lunaires, ces maisons lunaires. Comment est-ce que tu les interprètes? Est-ce que, il y a des qualités qui vont ressortir chez certains nakshatras, peut-être des qualités planétaires ou, est-ce qu'il y a des, il y a des nakshatras particuliers, voilà, qui peuvent être, peut-être plus délicats à aborder, notamment quand on est dans cette quête, personnelle, de découvrir qui on est, d'amour de soi? Oui, alors en fait, ce qu'il faut peut-être déjà essayer de comprendre, c'est que en fait, on a donc notre thème avec les 12 maisons et les planètes et donc chaque planète va être reliée à un nakshatra. Sachant qu'il peut y avoir, par exemple 2 planètes qui sont reliées au même. C'est tout à fait possible, hein, si elles sont proches notamment et donc en fait, la planète, elle est le relais, pour l'être humain de l'énergie du nakshatra. Donc dans ces 27 nakshatras, il y a 27 énergies différentes. Heu, c'est, hem, c'est vraiment des façons, en fait, différentes de comment dire? De vivre sur terre et de ressentir les émotions, les événements sur terre. Donc bien sûr, il y a des nakshatras qui sont très puissants, en fait, hein, qui vont être beaucoup reliés, par exemple, au feu, à la transformation, à l'énergie. Si on prend le premier nakshatra qui est Ashwini, c'est énormément d'énergie et aussi d'énergie de guérison d'ailleurs. Donc quand une personne a une planète, en Ashwini, on va pouvoir, peut-être essayer de lire ce qui se passe pour, l'aider en fait à, quelque part à s'auto-guérir grâce à cette énergie ou bien à mobiliser, peut-être certaines activités, peut-être des thérapeutes qui vont utiliser l'énergie, tu vois, pour la guérison, pour l'aider. Et puis il y a des nakshatras qui sont beaucoup plus doux, en fait, où, quelque part, bah, pour l'individu, ce sera plus facile parce qu'il y a une sorte de facilité, j'ai envie de dire, même s'il y a toujours un côté un peu plus difficile, hein, bien sûr. Dans la vie, rien n'est tout simple, mais on va dire qu'il y a des nakshatras qui sont très doux et qui vont permettre,
peut-être comme Rohini, d'être dans une énergie, très sensuelle, très, charmeuse et du coup pour la personne, en fait, si elle a cette énergie-là dans son ascendant ou dans sa lune, d'avoir, une sorte de charisme naturel, tu vois? Pour vivre et pour, traverser la vie avec ces qualités-là. Donc en fait, moi l'idée quand j'accompagne quelqu'un, c'est, de lui expliquer avec des mots occidentaux, ce qui est pas toujours facile d'ailleurs parce que c'est, c'est des traditions qui sont reliées aux déités indiennes et qui sont reliées à des mythes indiens. Mais, j'essaie d'avoir la traduction qui lui permette en fait de se relier à cette énergie et peut-être de comprendre en lui posant des questions aussi, tu vois? Dans sa vie, en fonction des événements qu'elle a eus, comment est-ce qu'elle a réagi? Quels étaient ses défis? Quelles étaient, les choses qui étaient faciles pour elle? Pour avoir un échange qui lui permette de comprendre et peut-être de trouver des pistes, de pratiques ou des pistes de façon de vivre, de pour, voilà, pour potentialiser, pour comprendre et potentialiser, en fait, son nakshatra, son énergie et faire en sorte, en fait, qu'elle avance, voilà, avec plus de fluidité, plus de compréhension surtout. Et du coup, tu as fait un focus sur l'ascendant et sur la lune. Pour toi, est-ce que, du coup, c'est les 2 piliers peut-être, d'un thème? Et si oui, dans quelle mesure est-ce que tu les analyses? Alors peut-être par le biais des nakshatras, mais peut-être aussi, par les signes ou par les aspects. Est-ce que pour toi, c'est aussi des placements qui sont importants dans, cette évolution intérieure? Oui, oui, bien sûr. Donc, la lune, on sait que c'est la première chose qu'on regarde, en fait, déjà dans le thème en général et aussi, particulièrement dans le nakshatra. C'est vraiment, celui qui va donner quelque part la couleur, on va dire, à la vie de la personne dans son évolution aussi. Voilà, encore une fois, dans les aspects plus émotionnels et aussi, tout ce qui est en lien avec ses interactions avec le monde extérieur, les personnes qui l'entourent, et cetera. Et au niveau de l'ascendant, on est plus sur on va dire sur la santé, sur l'immunité, sur, la capacité, voilà, à vivre, au niveau physique et au niveau, voilà, très humain en fait, hein, «très terrien» entre guillemets. Et donc ces 2 éléments-là sont complémentaires, sont hyper importants. Je pense notamment, à toutes les personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont des problématiques de santé déjà. Donc, je vais regarder, voilà, la position du maître, de l'ascendant, donc où est-ce qu'elle est placée. Si par exemple la personne est ascendant Taureau, où est-ce que sa Vénus est placée? Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est en interaction avec, une planète avec laquelle elle est pas à l'aise, tu vois? Dans quelle maison elle se trouve? Du coup, voilà, quelle est un peu son énergie? Est-ce qu'elle est aspectée par des maléfiques et cetera? Voilà et donc tout ça, ce sont des éléments, toujours, avec aussi des questions que je vais poser à la personne pour voir où est-ce qu'elle en est dans tout ce cheminement, dans toute cette, voilà, dans toute cette compréhension et voir qu'est-ce que ça peut lui apporter concrètement le Jyotish. À ce moment-là, peut-être, tu vois, lui proposer, justement des remèdes, donc des upayas, ça peut être, lui proposer, voilà, de consommer certaines plantes, d'avoir un certain régime alimentaire. Et peut-être, voilà, de faire certaines activités physiques, parce qu'on peut aussi, utiliser nos activités du quotidien, utiliser peut-être, voilà, de la danse, du sport, des arts martiaux, ou au contraire, des choses plus calmes comme de la méditation et cetera, pour venir soutenir en fait, ces planètes, ces nakshatras et faire en sorte que, les déséquilibres avec le temps puissent, en fait se quelque part s'apaiser un petit peu et que la personne puisse, en fait, être plus, voilà, être mieux dans son corps, être mieux dans sa tête et continuer son chemin, et souvent, en fait, l'idée, c'est de faire plusieurs séances, tu vois? Pour voir l'évolution et à ce moment-là, avancer et plus on avance, plus on peut aller vers, des choses plus subtiles, peut-être une quête de: «Qu'est-ce que je suis venu faire finalement, dans cette vie, quoi? Et qu'est-ce qui m'est proposé de vivre et comment je peux l'aborder?» Et c'est vrai que cette notion de dharma, elle est super importante parce que souvent on arrive en consulte et on dit: «OK, c'est quoi mon dharma? Dites-moi tout, vous êtes astrologue, voilà, OK, moi je veux connaître mon dharma». Alors qu'en fait, peut-être que la première étape, c'est déjà se comprendre soi, comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comprendre tout ce qu'on a vécu par le passé, comment est-ce que ça s'anime en nous au moment présent et après quand on a compris ça et qu'on est sur ce chemin de la compréhension et de la guérison, éventuellement on peut commencer à se questionner: «OK, qu'est-ce que je suis venu faire là?» Mais arriver de but en blanc. Qu'est-ce que mon dharma sans avoir peut-être pris ce recul nécessaire sur son expérience de vie? Des fois, c'est
peut-être pas la meilleure, façon de faire et j'aime beaucoup ton approche du coup avec, les questions que tu peux poser parce que pareil, des fois on arrive chez l'astrologue, on dit: «OK, lisez-moi l'avenir» ou «Parlez-moi du passé», alors qu'en fait, c'est aussi une pratique, l'astrologie, qui est très, psychologique et pratico-pratique et on n'est pas forcément dans la lecture de vie antérieure ou la lecture de vie future ou de ce qui va nous arriver et ça peut aussi servir simplement à nous accompagner, psychologiquement et émotionnellement et je trouve ça vraiment très chouette que tu puisses mettre ça en lumière. Oui, c'est vrai que, en plus de ça, on Oui, a quand c'est même, vrai que comment dire? Une éducation, «occidentale» entre guillemets. C'est-à-dire que enfin, souvent, ce qui se passe, c'est que, on va lire, tu vois, un article quelque part, on va voir un post et on va se dire: «Ah bah tiens, je vais faire, une consultation comme ça, bah voilà, je vais savoir mon dharma, je vais» enfin, on va m'apporter «la solution» entre guillemets, comme tu le dis et finalement, moi, c'est pas du tout comme ça que je travaille parce qu'en fait, bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que même si, 2 personnes ont le même nakshatra, de naissance, par exemple sur la Lune, elles ne vont pas du tout l'exprimer de la même façon. Déjà parce que ça ne sera pas positionné pareil et puis aussi parce qu'on est des êtres uniques et donc nous en tant qu'astrologue, védique, je pense que notre but, c'est d'être dans une interaction, de poser des questions et de voir en fait sur quoi la personne s'appuie au quotidien, qu'est-ce qu'elle fait concrètement, comment est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle ressent les choses, quel est son travail, quel est son entourage et pour voir en fait comment est-ce que justement cette énergie s'exprime dans sa vie aujourd'hui et peut-être que, bah, elle ne s'exprime pas, dans certains domaines, donc peut-être que du coup ça peut lui donner envie d'exprimer, cette énergie dans certains domaines ou peut-être que, ben, en fait elle a le côté, on va dire la part d'ombre de chaque planète ou de chaque nakshatra qui est très présente. Je sais pas moi, par exemple, à un moment donné de ma vie, tu vois, j'ai une Vénus qui est exaltée et qui est, assez forte et je sais qu'à une époque, j'étais peut-être trop dans les plaisirs, tu vois, de la vie, très terre à terre vénusien et qu'aujourd'hui, plus je vieillis, plus je me rapproche quelque part de la quête de OK, Vénus, c'est la sensualité, mais c'est aussi tout ce qui est, pour moi, beaucoup relié à l'amour universel, tu vois, finalement. Et donc c'est ça qui est super intéressant, c'est voilà, d'aller explorer concrètement ce que vit la personne et ensuite pour moi, de lui faire, tu vois, des feedbacks et de lui expliquer un peu les énergies qu'il y a, dans son thème et de voir comment est-ce qu'elle peut, qu'est-ce qui lui parle déjà? Parce que ça, c'est hyper important. Le but, c'est pas, forcément de te forcer à réciter des mantras si c'est pas ton truc, c'est pas l'idée, quoi. Et voilà, voilà, qu'elle ait une compréhension et que ça la fasse cheminer. Mais ça peut enfin moi, Raphaël m'a fait une lecture de mon thème il y a 3 ans, presque 4 maintenant et ça m'arrive encore des fois de réécouter et de me dire: «Ah bah tiens, ça c'est vrai que je l'ai pas encore exploré et peut-être que maintenant c'est le moment», tu vois? Donc finalement, c'est hyper riche et tu peux, au fil des années, découvrir toujours des choses, et comme ça avancer sur ton chemin de vie, avec voilà, vraiment beaucoup de finesse et d'amour, quoi. C'est beau et ça permet vraiment de mettre en lumière, les perspectives de l'astrologie parce que souvent on se dit: «Bah tiens, ma lune elle est dans un nakshatra entre guillemets peut-être un peu pourri», type un nakshatra associé à Saturne ou à Rahu. Je pense par exemple, une lune en Ardra qui est un nakshatra dirigé par Rahu donc qui peut être, très dans l'émotionnel parce que Ardra c'est associé à la larme, c'est un nakshatra qui est vraiment associé au pouvoir de l'effort. Alors on va se dire: «Oh là là, mon Dieu, je vais être triste tout le temps, ça va être, c'est un mauvais nakshatra, c'est un mauvais placement». Alors qu'en fait, l'autre côté de la pièce de Hardras, c'est ce côté chamanique, c'est ce côté, bah, être capable de traverser des tempêtes et également de pouvoir, bah, montrer aux autres comment le faire. Donc il y a tout ce côté un peu chamanique, de transmutation presque alchimique des émotions et finalement ça permet du coup, comme tu le dis bien, de regarder un petit peu, de l'autre côté, dire: «Bah, là, en fait, il y a encore ça à travailler» et cetera. Il y a peut-être ce petit défaut ou en tout cas cette tendance qui est peut-être pas forcément, très saine. Comment est-ce qu'on peut la mettre en tout cas sur, une voie qui est peut-être un petit peu plus sain ou en tout cas qui est peut-être plus en accord avec, une évolution, spirituelle et qui nous mettrait moins en fait dans l'embarras. Par exemple, Ardra, si on pleure tout le temps, on a plutôt envie de s'orienter dans le fait d'accomplir et de traverser les tempêtes plutôt que de se morfondre et d'être dans la tristesse. Donc comment est-ce qu'on peut, accompagner ces nakshatras vers un côté qui nous est aussi beaucoup plus, bénéfique?
Ah mais complètement et je trouve que c'est un côté hyper, rassurant finalement, tu vois? De se dire, bah, par exemple, bah, typiquement une personne qui pourrait pleurer facilement dans un monde comme aujourd'hui, surtout si c'est un homme, et bah, il pourrait se dire: «Oh là là, mais en fait, bah, je suis pas un homme», tu vois? Être découragé. Bon, je prends un exemple un petit peu bateau, mais c'est pour expliquer que finalement, je trouve qu'il y a un côté hyper rassurant dans le sens où on sait en fait quels sont, nos points forts. On sait un peu, quelque part ce qui nous est demandé de vivre, dans cette vie et on peut, bah, comme tu dis, en fait, transcender les expériences et vraiment en retirer le ce qui est beau, en fait, finalement, dans ce qu'on vit et moi, je sais que, enfin, vraiment, j'ai vécu des expériences très difficiles quand j'étais jeune et ça a été difficile, tu vois, pour moi de d'avancer en tant qu'adulte. Mais aujourd'hui, je pour rien au monde, en fait, je changerais ce que j'ai vécu parce que c'est ce qui me permet, de pouvoir comprendre la souffrance, de pouvoir être vraiment dans des échanges profonds et sincères et ça, je pense que c'est aussi un côté de, voilà, de l'astrologie védique qui m'a énormément aidée de me réconcilier avec ce passé, avec ces difficultés et de trouver comment est-ce que moi j'ai envie, de les vivre, comment j'ai envie de les transformer. Il y a un côté très créatif en fait aussi, tu vois, avec les nakshatras, avec, les planètes, je veux dire il y a des symboles, il y a des couleurs, il y a des déités, il y a des mythes. On peut vraiment se plonger en fait dans cet univers, vers ce qui nous appelle et tu vois, venir en retirer des sources d'inspiration, des lectures, voilà, des choses qui vont venir nourrir notre cheminement, notre imagination, notre créativité et je trouve que c'est vraiment, enfin, pour les personnes à qui ça parle, vraiment c'est puissant et ça amène beaucoup d'évolution et aussi de douceur et de ouais, de compréhension et quand on arrive à créer, c'est un peu aussi, voilà, créer j'aime bien dire on crée la vie qui nous ressemble, en fait, tu vois? On sort un peu du bien et du mal, on sort un peu de voilà, des contraintes, on va dire, de la vie moderne et on se dit: «Ben, voilà, j'ai envie de vivre ça et comment est-ce que petit à petit je me libère de certaines croyances, de certains conditionnements pour vivre une vie qui me corresponde. Parce que dans les nakshatras, il y a quand même un côté aussi qui est, comment dire? C'est pas toujours politiquement correct, hein. Il y a quand même des images, il y a quand même des aspects des nakshatras, des fois, voilà, je sais pas, peut-être de séduction, des côtés un peu destructeurs et cetera. On peut se dire: «Mais la destruction, c'est pas bien». Oui, mais en fait, finalement, on a besoin de destruction dans la vie, quoi. On a besoin des fois d'arracher des choses, de déterrer des choses, de brûler des choses pour avancer finalement, quoi et ouais, ça, je trouve que c'est aussi une lecture hyper intéressante, voilà, dans le monde, dans lequel on vit, où des fois on est un petit peu enfermé, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais ressenti dans une vie qui ne correspond pas, mais on ne sait pas quoi faire, en fait. Et puis c'est vrai qu'on est limité, comme tu le dis, des fois il y a des gens qui vont avoir une énergie de destruction, bah, un peu comme Shiva, d'autres des énergies de préservation comme Vishnu et d'autres des énergies de créateur comme Brahma. En fait, on est toujours sur cette trimurti qui est super importante et on a besoin en fait de tout ça. Mais nous, dans notre société, on veut créer, éventuellement préserver, mais détruire, ce qui va pas, c'est toujours plus compliqué ou en tout cas, c'est pas forcément des qualités qu'on va mettre en avant. Et là, au contraire, alors je vois un peu les nakshatras peut-être qui te sont venus à l'esprit, je pense à Moula notamment, je pense aussi, bah, à Kritika qui est associée à ce feu purificateur. C'est clair qu'on n'est pas sur des nakshatras très tendres et très, délicats, mais justement, c'est ça aussi dont on a besoin. Par exemple, les plus grandes transformations qui sont généralement vécues, c'est souvent des transformations où on a pu se prendre une claque en pleine figure, où du coup on nous a dit: «Bah non, là en fait faut y aller, il faut déterrer, il faut, brûler, purifier qu'est-ce qui doit l'être, finalement». Et voilà, on a vraiment besoin de ces nakshatras-là, sinon bah, sinon la vie serait très linéaire et je pense aussi très ennuyeuse d'ailleurs. Exactement, c'est vrai et puis je pense que c'est pas honnête, tu vois, quelque part. Parce que, Mmh. voilà, enfin, moi, je sais que pendant longtemps, j'ai vécu, tu vois, un peu comme la balance, à vouloir contenter tout le monde, à vouloir, que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit content et cetera et finalement, bah, c'était pas une vie qui me correspondait déjà d'une part et en plus, je pense que c'est pas toujours rendre service, en fait, que ce soit aux autres ou à nous-mêmes. Parce que, bah, comme tu dis, voilà, il y a des moments où on a besoin d'entendre, peut-être certaines choses, on a besoin de voir la vérité en face, ou on a besoin, voilà, de couper certaines choses, donc c'est vraiment, quelque part, c'est une sorte d'honnêteté aussi qu'on a, je pense, envers soi-même, envers les autres et puis comprendre qu'en fait, c'est simplement, moi, j'aime beaucoup toujours me référer à la nature et dans la nature, il y a toutes ces énergies, quoi.
Il y a vraiment, à la fois, voilà, la croissance, la douceur, voilà, qu'on pourrait retrouver chez Rohini, mais il y a aussi, voilà, ce côté, que j'adore de Moula. J'ai une très bonne amie qui est beaucoup reliée à Moula et j'aime beaucoup parce que elle est c'est une magicienne, c'est une sorcière et elle est capable, voilà, de sortir le bon mot au bon moment, tu vois? Pour pointer le truc et puis de te faire sortir de tes croyances ou de ce que tu pensais vrai, enfin donc il y a une énergie absolument phénoménale aussi derrière. Enfin, ouais, il y a vraiment comment dire? Une complétude de toutes les énergies, qui existent dans le vivant, qu'on va retrouver, voilà, dans à la fois dans les planètes et dans les nakshatras et je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin vraiment, il y a quand même pas mal de personnes qui, voilà, qui sont en reconversion, qui sont en souffrance, en burn-out et tu vois, par exemple, pour moi, le burn-out, c'est même pas tant qu'on travaille trop, c'est qu'on travaille trop au à l'endroit où il faut pas finalement, tu vois? Parce que quand tu trouves, ta voie, quand tu trouves, ce pourquoi tu es fait, je pense que tu peux, «travailler beaucoup» entre guillemets et être dans une énergie, ça comment dire? Ça te nourrit de travailler donc finalement tu as pas de déperdition. Mais quand on fait quelque chose qui nous correspond pas du tout, qui est contre nos valeurs ou qui est avec des personnes qui nous font du mal, c'est là où en fait finalement, bah, notre énergie elle se perd et au bout d'un moment notre feu il s'éteint et et on est dans un état d'épuisement, quoi. Et c'est tellement nécessaire de mettre l'accent dessus aujourd'hui parce qu'on est tous en train un peu de se poser des questions: «Bah, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi ce travail, je le fais? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que les gens avec qui, je m'entoure, c'est des gens avec qui il y a une réelle connexion? Est-ce que ça a du sens?» et c'est essentiel de se remettre en question et de remettre en question aussi les sociétés et ça peut aussi permettre, en tout cas l'étude de l'astrologie, de remettre tout en question et tout en perspective. Rien que le fait qu'on puisse, par exemple, utiliser un calendrier lunaire avec l'influence des nakshatras, ça peut aussi nous faire dire qu'il y a des rythmes aussi à la tu as très bien comparé le thème natal et les individus à la nature et c'est exactement ça. On a aussi cette cadence au niveau du travail qui est absolument pas rythmée par rapport au rythme de la vie. Les horaires sont pas forcément, adaptés ou en tout cas les jours des fois sont pas non plus, adaptés et finalement revenir à cette astrologie et à soi, c'est revenir à un rythme beaucoup plus naturel comme tu l'as souligné et c'est tellement pertinent parce qu'on s'épuise à faire des choses qui ne nous conviennent pas dans des temps également qui ne nous conviennent pas et c'est toute la magie des nakshatras, c'est d'aller chercher aussi ces temps, parfaits qui viennent nous dire: «Là, c'est le bon moment pour agir et là, ça l'est pas». Ah oui, complètement. Bah oui, quand, on voit par exemple en Inde, on va consulter, hein, les astrologues pour le muhurta, donc choisir une date pour un événement particulier. Donc, bon, on a à l'idée par exemple le mariage ou bien acheter une maison, mais en fait finalement, il y a aussi l'idée que chaque nakshatra a une énergie spécifique et que, bah, par exemple si tu dois, j'aime bien quand il dit ça Raphaël parce qu'il dit: «Si tu dois détruire une maison», si par exemple tu es entrepreneur, voilà, que tu es dans le bâtiment que tu dois détruire, bah, tu vas pas utiliser la même énergie que si tu es, agriculteur et que tu dois faire pousser, des plantes. Donc il y a pas de jugement de valeur, c'est des énergies qui sont différentes et qui vont nous apporter, des choses différentes et je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que, moi, plus j'avance dans mon chemin, plus je respecte, tu vois, mes rythmes, alors je regarde pas tous les jours le calendrier lunaire, hein, quand même, mais on va dire que pour certaines choses, je le regarde et j'essaye en tout cas tous les jours de me relier quelque part au cosmos, tu vois? Parce que j'ai conscience que si je laisse de la place, en fait, dans ma journée, et une ouverture pour recevoir, tu vois, des informations, recevoir, être dans une écoute subtile de ce qui se passe, bah, je suis capable en fait, de prendre des décisions au bon moment, de faire des actions au bon moment et ça m'arrive des fois de pas travailler pendant 3 ou 4 jours et après je travaille pendant une journée et je suis capable de faire le boulot que j'aurais fait, avant en 3 jours où je m'étais forcée donc ouais, il y a vraiment une idée aussi comme tu dis d'être connecté au rythme naturel, à notre propre rythme et il sera pas pareil, voilà, le mien que le tien, que celui du voisin et ça c'est hyper important et c'est vrai que c'est pas facile quand on est salarié parce que, ben, voilà, on a des contraintes, mais dans tous les cas, je pense que c'est intéressant d'essayer d'expérimenter sur certains temps, peut-être, le soir ou les week-ends déjà d'essayer d'être dans cette ouverture et puis petit à petit d'avancer vers un respect de nos rythmes et quelque part aussi on potentialise parce que, ben, voilà, on peut faire des actions qui sont beaucoup plus, pertinentes et heu et qui ont un impact sur notre vie, conséquent, quoi. Alors, tu vois, là, on parlait du coup d'être en accord avec notre nature et avec, bah, les rythmes de la vie
Est-ce que tu aurais peut-être d'autres petits conseils, pour nos auditeurs? Donc peut-être pour ceux qui connaîtraient pas leur nakshatra ou qui aimeraient le découvrir ou même par rapport à leur nakshatra, est-ce que, toi, il y a des symboles ou est-ce qu'il y a des conseils que tu peux donner et que les gens peuvent mettre facilement en place pour vivre en accord avec leur nature intérieure et qui ils sont? Peut-être déjà de regarder, au niveau des jours de la semaine et des phases de la lune. Donc ça, c'est vraiment l'astrologie, voilà, védique, de base. C'est-à-dire que chaque jour de la semaine, en fait, est relié à l'énergie d'une planète. Donc, le lundi, c'est l'énergie de la lune, le mardi de Mars, le mercredi de Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne et dimanche, le Soleil. Et ça, c'est vrai que c'est assez simple, c'est-à-dire, peut-être de regarder, quelle couleur est reliée à chaque planète. Tu peux, voilà, t'amuser à porter un vêtement de cette couleur-là et puis comprendre, un petit peu regarder. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir accès, à la symbolique des planètes assez facilement maintenant et moi, je sais que, par exemple, en tant que bonne vénusienne, j'adore, le vendredi, soit aller danser, soit faire un bon repas, boire, un petit verre de vin que j'aime, voilà, être dans cette, recherche de sensorialité, de plaisir, que du coup je relie vraiment à Vénus. Quelque part, je prie presque Vénus au moment de tu vois, de faire ce repas, par exemple. Je sais aussi que le dimanche, j'adore être dans la nature autant que ça peut se faire, quoi, parce que c'est vraiment, un moyen de ressourcer notre soleil intérieur, notre âme, voilà, de se relier à cette énergie puissante de la nature. Le mardi, de faire un sport qui nous fait transpirer, peut-être, voilà, de faire quelque chose d'assez actif. Voilà, ça, c'est des petites choses, qu'on peut faire et après regarder les phases de la lune puisqu'on sait que, voilà, chaque phase de la lune a une énergie particulière. La pleine lune, la nouvelle lune, on ne fait pas les mêmes choses, on est sur des énergies différentes. Ça, on peut assez le trouver assez facilement aussi. La pleine lune, quelque part, elle révèle beaucoup de choses. Elle est brillante, elle est présente dans le soleil, donc c'est peut-être des moments où on est plus dans l'extraversion, dans peut-être, voilà, sortir, faire des rencontres et la nouvelle lune, peut-être plus nous inviterait à, peut-être, faire, voilà, une méditation, de l'écriture intuitive, être plus dans une recherche intérieure. Hem et en tout cas, enfin, moi, je sais que ce qui aide beaucoup les gens que j'accompagne et moi m'accompagne au quotidien, c'est ultra simple. C'est, tous les jours d'avoir des temps de rien, de toute seule, en fait. C'est-à-dire des temps où tu peux vraiment accueillir, et rechercher qui tu es, qu'est-ce que tu ressens, quelle est ton essence, quels sont tes besoins. Au début, c'est difficile parce qu'on n'a pas l'habitude, mais moi, je sais que plus les années passent et plus je passe du temps seule, tu vois, à pas forcément faire des choses, on va dire matérielles. Ça peut être soit dans la nature, soit, juste en étant en présence de mon corps et je pense que si ces moments-là, tu vois, ils sont répétés dans la semaine, dans le mois et qu'on a vraiment une intention de se relier à nous-mêmes, on est capable aussi, en tant qu'être humain, de capter ce dont on a besoin, d'avoir un lien avec le vivant qui est très important et c'est tout simple, mais en tout cas, moi, je sais que c'est une pratique que j'apprécie énormément. C'est tout simple, mais en même temps, c'est essentiel et on le fait pas. Ce serait dommage du coup de s'en priver parce que c'est très facile et c'est souvent les choses les plus faciles de toute façon qu'on met de côté parce qu'on se trouve des excuses, on n'a pas le temps et finalement, c'est en cultivant ces temps seuls de connexion à soi qu'on est connecté aussi à la nature et au vivant comme tu l'as dit. Donc c'est essentiel. En tout cas, ça, je pense que j'imagine, ça se développe avec le temps. Alors, pour nos auditeurs qui, eux, sont encore un petit peu dans le dans le flou et dans cette découverte de qui ils sont et qui aimeraient réserver, pardon, un thème, une lecture avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver et réserver un rendez-vous? Oui, donc alors, j'ai un site internet, donc www.pivoine-bio-vive.fr, donc on mettra, j'imagine, le lien, dans le podcast. Et sur ce site internet, eh ben, il y a, beaucoup d'informations, à la fois des petites explications, sur ce qu'est l'ayurveda, le jyotish, un peu mon parcours et des articles de blog et bien sûr un lien pour réserver, il y a un calendrier en fait, on peut réserver soit un appel découverte, donc qui est offert, hein, comme ça permet de faire connaissance et sinon aussi un lien vers mes rendez-vous, pour mes consultations, donc soit en présentiel dans les Bouches-du-Rhône, soit en ligne, où c'est possible également du coup pour tous les francophones parce que je ne suis pas, encore, bilingue, en anglais.
Bon, en tout cas, en France, on a de quoi faire. Il y a du monde, que ce soit dans le monde Oui, francophone en France ou même en Suisse, en Belgique, au Canada. Donc, en tout cas, je c'est mettrai, ça. comme tu l'as dit, tous les liens en barre d'infos. Et moi, j'ai adoré parler des nakshatras et finalement de cette découverte du soi au travers des nakshatras avec toi. Mais c'était un vrai plaisir et j'espère que nos auditeurs auront aussi l'occasion de partir à l'aventure et à la découverte de leur nakshatra avec toi très rapidement. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi Justine, c'était un plaisir d'échanger, aussi avec toi et c'est chouette parce que c'est pas forcément des sujets qu'on aborde tous les jours parce que, bah, c'est pas encore très connu et donc c'est hyper agréable, d'échanger là-dessus et puis d'avoir la chance de faire découvrir ça à nos auditeurs. Donc nos auditeurs, vous avez entendu, vu que c'est encore pas très connu, il faut partager le podcast, il faut partager sur les nakshatras, il faut partager sur le Joytish pour que ce soit de plus en plus connu et qu'on puisse enfin parler de Joytish et que ce soit lu et reconnu et entendu, en tout cas dans le monde francophone. Yes, En tout cas, merci beaucoup et puis je te dis à très bientôt, Marie-Ève. merci.